Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de janvier et j'ai lu 13 romans ce mois-ci et un graphique dont je ne vous parlais pas là, c'est le 3e tome de La Petite Faiseuse de Livres. C'était vraiment cool, j'adore cette série de mangas, mais j'ai pas grand chose à en dire, donc autant gagner du temps sur la vidéo et parler des romans. Donc, comme le mois dernier, je vais garder exactement le même format, je vais partir de ce qui m'a le moins plu ce mois-ci jusqu'à ce qui m'a le plus convaincu. Et voilà, j'ai eu un coup de cœur ce mois-ci, je suis ravie, l'année commence sur les chapeaux de roue, sachant que j'ai eu quand même des très bonnes lectures ce mois-ci. Bref, sur ce pitch, on va commencer tout de suite, c'est parti. Et on commence malheureusement par une grosse déception qui est Le Lion de Grissos, publié chez Gulfstream et écrit par Seana Lenchild. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, j'espère qu'on m'en voudra pas. C'est donc la première romantécie qui est publiée chez Gulfstream. Et je l'avais demandé du coup en service presse en me disant forcément, Gulfstream ils font des trucs tellement de malades que ça va être génial aussi. Et malheureusement ça n'a pas été à la hauteur de ce que j'espérais parce que la première moitié du roman a été extrêmement longue. Je ne voyais pas le bout, je m'ennuyais vraiment. Et ça n'avançait pas. En fait, la sensation que j'avais, c'était que ça n'avançait pas, que c'était toujours la même chose, que c'était très redondant, qu'on était toujours au même endroit, au même moment, en train de ruminer les mêmes choses. Et il y a eu un déblocage qui est arrivé vers le milieu du roman qui fait que ça a rattrapé un peu toute cette déception parce que j'ai d'un coup été pris dans l'histoire, j'étais beaucoup plus impliquée avec les personnages me plaisaient beaucoup plus, je savais déjà ce qui allait se passer, mais je sais pas, j'étais de nouveau un peu dedans, etc. Ce qui fait que je lui ai donné une note autour de 2,5, 3 sur 5. Parce que cette deuxième moitié était bien meilleure que la première, mais c'est pas suffisant non plus pour dire que c'était vraiment une incroyable lecture. Je vous invite à vous faire votre propre avis parce que j'ai vu quand même des bons avis là-dessus. Je pense que c'était juste pas fait pour moi. On continue avec Épreuve mortelle de Isla Frost, donc l'Académie des Premiers-Nés, qui est donc le tome 1 que j'ai reçu en service presse de la barre de Bookmark. Et malheureusement, c'est un peu le même schéma que dans le livre précédent. On est dans un univers où chacun des premiers-nés est envoyé de force dans un univers parallèle. Ils sont pris par des monstres et nous on va suivre plus particulièrement notre protagoniste principal qui est forcément une première-née et qui va se rendre du coup de l'autre côté en ne sachant pas ce qui va se passer pour elle et elle va atterrir dans une académie qui va les préparer à quelque chose dont on n'est pas au courant et même elle n'est pas au courant. Ils ne savent pas pourquoi ils ont autant d'épreuves à passer, autant de cours. Ils ne connaissent pas le débouché. Le problème principal pour moi, ce qui moi m'a bloqué, c'est que déjà d'un, je n'ai pas apprécié le personnage principal. Je n'adhérais pas du tout à son comportement, à ses réflexions. Et puisqu'on est dans sa tête, c'est un peu compliqué. Et ensuite, je ne voyais pas l'intérêt. En fait, le mystère qu'il y avait autour, selon moi, n'était pas assez ficelé pour que ça me donne envie de vraiment découvrir ce qui se cachait derrière. Ce qui fait que j'avais pas vraiment d'attache dans ce roman, ce qui fait que j'étais pas vraiment dedans parce que y avait aucun élément qui m'accrochait à ce roman. Mais ce qui est paradoxal, c'est que du coup avec les autres partenaires on en a discuté et il y en a certains qui justement étaient complètement à fond et avaient très envie d'avoir le contenu du mystère, etc. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc je ne continuerai pas cette saga, ça va faire partie de mes sagas abandonnées parce que je n'ai pas été convaincue par ce premier tome. Mais je pense que je vais découvrir d'autres livres de Isla Frost, puisque tant elle que le livresque sur Instagram m'a dit que c'était vraiment une autrice dont une de ses sagas lui plaisait vraiment beaucoup. Donc peut-être que j'essaierai quelque chose d'autre d'elle, mais celui-ci ne m'a pas convaincue. Ensuite, j'ai continué une saga, j'ai continué The Curse of Saint de Kate Dramis, publié chez Calix. C'était donc le 2e tome, The Curse of Sins, et malheureusement, je l'ai trouvé extrêmement long. Mais vraiment très long, dans le sens où tous les événements qui sont mis en place prennent beaucoup de temps et beaucoup de pages pour finalement que ça explose, ce qui a fait complètement, je trouve, contrepoids par rapport au premier tome qui était bourré de péripéties, bourré d'actions où tu t'ennuyais jamais. Dans ce second tome, il y a vraiment un gros temps mort, je trouve qu'il y a au moins la moitié du récit, la moitié du tome qui est extrêmement long où il se passe pas grand chose et après on passe de rebondissement en rebondissement tel que le premier tome. Mais j'ai vrai que cette première partie du récit m'a vraiment laissé sur ma faim. J'avais envie que ça démarre plus vite et je pense pas que autant de pages étaient nécessaires pour comprendre ce qui se passait ensuite. Donc je suis un peu mitigée, voilà, là c'est vraiment mitigé. Je trouve que c'est une saga qui est sympa,
mais par rapport à tout ce qui existe dans ce domaine-là, je trouve pas que ce soit la meilleure. Je pense que je continuerai, je le lirai le 3e tome, ça, tant qu'à faire, autant continuer. Par contre, je trouve pas que ce soit quelque chose qui révolutionne le genre. Et qui n'est pas suffisamment bien fait pour qu'on se dise ouais bon c'est cliché mais bon c'est bon ça passe. Et voilà, je suis mitigée. Ouais, vraiment sur ce 2e tome. Le 1er tome j'avais bien aimé mais bon ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est ce que j'avais dit il me semble. Le 2e tome vraiment je suis mitigée, je sais pas trop quoi en penser, voilà, ça m'a pas convaincue. Ensuite, j'ai lu le 2e tome de La femme de ménage, donc Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden, publié donc là chez J'ai lu, puisque je l'ai mis en poche. Et c'était vraiment chouette. Franchement, j'ai passé un bon moment. Moins qu'avec le 1er, parce que le 1er, je découvrais complètement son univers et je ne savais pas du tout comment fonctionnaient ses intrigues. Là, j'étais un peu moins surprise parce que je m'attendais à ce retournement de situation-là. Mais ça m'a pas empêché d'être complètement prise dans l'histoire, de passer un bon moment, de manger le livre en une soirée. Ça ne m'a pas empêché tout ça. Malheureusement, ça n'a pas suffi, on va dire, pour que ce soit une excellente lecture. Et le truc, c'est que j'ai vu passer de nombreux avis où on me disait, en fait, peu importe le livre de Freda McFadden que tu lis, c'est toujours le même genre d'intrigues qui reviennent. Et donc, tu finis par t'y habituer. Et la surprise n'étant plus là, dans un thriller, c'est un petit peu dommage. À partir de là, on est au moins sur des bonnes lectures, voire très bonnes lectures. Donc, celui dont je vous parle maintenant, il a beau être en 9e position techniquement, c'était quand même une très chouette découverte. C'est donc Impossible créature de Catherine Rundell, publié chez Gallimard Jeunesse, que j'ai reçu donc en service presse. On est dans un univers où on va suivre 2 personnages, Christopher et Mal. Christopher qui fait partie de la Terre et Mal qui fait partie de l'archipel. En gros, Christopher va tomber sur Mal qui va l'emmener dans l'archipel. L'archipel est l'endroit sur Terre qui est complètement caché, que personne ne connaît, où toutes les créatures magiques existent. Et c'est un roman où dès le début, on a un bestiaire, on a la présence de tous les animaux qu'il y a dans cet archipel. J'ai trouvé ça super bien fait. Pour les gamins, c'est génial. Cette couverture est absolument splendide, elle donne envie d'ouvrir le livre. Et l'histoire est absolument très 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 mignonne. J'ai vraiment complètement adhéré parce que en fait ces personnages sont mignons, sont attachants, ils ont un but, ils ont une quête. Je pense que pour des enfants c'est facile de s'identifier. Il y a des réflexions faites autour de la préservation des animaux, autour de la préservation, autour de la différence. Il y a énormément de messages qui sont véhiculés, qui sont bons à prendre pour le public cible. Donc là on dit que c'est à partir de 11 ans, mais je pense que selon le rythme de lecture, il n'y a rien de choquant pour un enfant qui lit très bien en 8, 9, 10, 11 ans. Avant ça, parce que vraiment il est très chouette, il y a des beaux messages, il y a plein de créatures dans tous les sens. Moi ça m'a fait retomber en enfance, j'ai vraiment passé un très très chouette moment avec ce livre. Après de multiples péripéties, j'ai enfin réussi à terminer Evocation de S.T. Gibson, publié chez Angry Robot. C'est une histoire dans laquelle on va suivre 3 personnages, David, Rhys et Moira, et chacun des 3 a une relation un peu complexe puisque Rhys a eu une relation et avec David et avec Moira. David c'est donc son ex, Moira c'est sa femme actuelle, il est marié. Et un jour David va demander de l'aide à Rhys et Moira pour un certain sujet autour d'un spectre, autour d'une malédiction. Et à partir de là, on va pas laisser de péripéties en péripéties, mais il y a une grosse part qui est laissée à la relation au personnage, puisque forcément, vous imaginez bien qu'il y a une relation amoureuse là-dedans, plusieurs relations amoureuses. C'est très inclusif, on parle un peu de polyamour, enfin voilà, on parle de sujets autour de la sexualité, mais l'histoire en elle-même est vraiment chouette. Alors pour le coup, j'ai mis énormément de temps à rentrer dedans. Pour ceux qui ne savent pas, je l'ai sorti 2 fois, je suis allée sur la passe 30 jusqu'à 50. J'ai sorti 2 fois, puis remis dans ma pile à l'air 2 fois, et la 3e fut la bonne. J'ai enfin réussi à le terminer. Le début était extrêmement dur pour rentrer dedans. La plume, je l'ai trouvé extrêmement complexe au début, puis finalement c'est devenu beaucoup plus fluide et plus facile à lire. Donc si vous vous posez la question de si on peut le lire en anglais, si votre niveau est similaire au mien, c'est un peu galère quoi, voilà, mais finalement ça passe. Et j'ai beaucoup aimé certains sujets qui ont été abordés. J'ai beaucoup aimé l'ambiance avec les spectres, tout le discours autour de son père. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant, il y a pas mal de sujets qui sont abordés avec cette histoire. Et donc contre toute attente, je vais finalement lire le 2e tome qui devrait paraître cette année. C'était pas gagné parce que je pensais que j'allais finir par le vendre et puis ne plus en reparler, ne jamais le terminer et ne jamais continuer. Finalement, je lirai la suite. J'ai terminé une saga en lisant Elle et la cendre de Alice Doublié, publiée chez Hachette, que j'ai reçue en service presse. Franchement, si vous cherchez une saga type Prieuré de l'Oranger mais version young adulte, tout ça est pour vous. On suit donc majoritairement
3 personnages qui ont chacun un destin, qui vont finir par se croiser, s'entremêler, s'entrechoquer même. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Je vous en dirai pas plus parce que c'est un second tome, mais le premier, si je vous fais un rapide résumé, on va suivre des princesses qui vont être appelées pour que un des princes puisse choisir sa nouvelle épouse. Et à partir de là, il va y avoir des complots dans tous les sens, il va y avoir des retournements de situation, et l'une de nos personnages cache un lourd secret qui risque de mettre toute sa vie en danger. J'irai pas plus loin, mais vraiment c'est une chouette duologie d'une autrice francophone. Voilà, que demande le peuple? Je ne peux que vous inviter à la découvrir, même s'il y a certains éléments qui m'ont un peu dérangé ou j'ai trouvé peut-être un petit peu simpliste. Sinon, franchement, c'était vraiment très très cool. J'ai continué une autre saga en lisant le tome 2 des Enfants Indociles de Shazam Maguire qui est publié chez Pygmalion. C'est vraiment une saga que j'adore, vraiment j'ai lu les 2 tomes. C'est donc des livres qui sont très courts, qui sont appelés des novellas, dans lequel on va suivre dans le premier une académie où les enfants qui sont présents ont traversé une porte qui les ont amenés dans un monde qui est dangereux mais qui est adapté pour eux. En gros, c'est glauque, c'est mystérieux, c'est dégoûtant par certains aspects. Ils ont des mondes vraiment qui sont faits de perversion. Il y a même une catégorisation de mondes vraiment avec des mots un peu péjoratifs. Mais ce sont des enfants qui veulent absolument retourner dans leur monde à eux, des adolescents qui sont complètement réticents au fait d'être sur Terre. Et on va suivre du coup cette académie où il va y avoir des meurtres et on va devoir démêler tout ça. Et en fait le deuxième tome ne ressemblait pas du tout au premier parce que on suivait l'histoire de 2 personnages qu'on avait vus dans le tome 1 pour savoir ce qui s'était passé dans leur monde et comment ils étaient arrivés là. J'ai vraiment passé un super chouette moment, ça se lit tout seul, ça fait 200-250 pages. Tu le lis à une vitesse, c'est prenant, c'est un rapprochant de la dark fantasy. Je pense que c'est plutôt adulte vu ce qui s'y passe à l'intérieur. Il y a des moments qui sont dérangeants, qui sont glauques, mais c'était vraiment très chouette et j'ai hâte de continuer. En 5e position, j'ai mis Les Mémoires de la Forêt, tome 15. J'ai fini une autre saga grâce à Michael Brun-Arnaud chez l'École des Loisirs. Franchement, c'est une saga jeunesse qui a tout pour plaire, qui peut plaire à petits et grands, qui peut franchement faire du chaud au cœur à n'importe qui. J'ai apprécié cette saga du début à la fin. Le premier tome reste absolument mon préféré. C'est celui qui m'a le plus touché de par les sujets abordés. Mais chacun des tomes, vraiment, c'était trop cool. Franchement, ça te laisse tellement de réflexion et un amour inconditionnel envers les autres. Enfin, ça te donne de l'espoir. C'est vraiment une saga que je conseillerais à n'importe qui. Et dans le dernier, j'étais un peu plus éloignée, on va dire, de ce qui se passait. Mais alors, qu'est-ce que j'ai pleuré à la fin. Alors, j'ai quasiment rien ressenti sur les 3 quarts du récit. Et arrivé à la fin, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré. Voilà, bon bref, de toute façon je suis très sensible et ça a encore marché avec moi. Lisez cette saga jeunesse, je ne peux que vous inviter à la découvrir. J'ai lu ensuite L'éveil de l'air de Élise Kova, publié chez Big Bang, que j'ai écouté en audio et franchement je ne m'attendais à rien et j'ai été très agréablement surprise. C'est une histoire dans laquelle on va suivre une jeune fille qui est apprentie bibliothécaire et après certains événements, elle va se retrouver à devoir parler avec un prince qui va lui révéler certaines choses sur elle. C'est vraiment une histoire où il y a de multiples péripéties, où on ne s'ennuie jamais, où il y a beaucoup de complots politiques, où tu peux pas vraiment se fier au personnage. J'ai vraiment passé un super chouette moment et je m'y attendais pas du tout parce que j'étais allée là en me disant ouais bon je sais pas quoi écouter et finalement c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé la relation entre les personnages, j'ai beaucoup aimé le système de magie, j'ai beaucoup aimé les complots politiques. Il y a certains éléments qui sont un peu choquants mais qui restent on va dire laissés dans la surface. Mais quand tu imagines le truc, tu te dis waouh, c'est chaud. Ça parle du traitement des femmes, ça parle du traitement des personnes différentes, ça parle de mettre les gens de côté. C'est vraiment très chouette. J'ai très hâte de lire le second tome qui sort là en début février parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome et j'ai très hâte de savoir comment va se dérouler ce deuxième tome, sachant la fin qu'il y a eu, parce qu'on suit quand même une jeune fille qui est extrêmement naïve, qui a peu de position. Ouais, on passe à un changement totalement opposé. Bref, j'ai très hâte de découvrir. Sur le podium, en 3e position, j'ai adoré lire La Voix de Lorée de Marie Fabre, publié chez Naos. Franchement, c'était une excellente lecture. Si vous aimez les univers autour de Sherlock Holmes, autour des Peaky Blinders, autour des relations comme Death Note,
vous ne pouvez que foncer sur ce livre. J'ai passé un hyper, mais vraiment très très bon moment. Je ne m'attendais pas à ce genre d'univers-là et j'ai été conquise. Ça se déroule durant la révolution industrielle et on va suivre Hatcher qui est journaliste, apprenti journaliste et qui veut absolument couvrir une enquête qui a actuellement lieu dans sa ville où il y a une maladie qui se propage mais il y a aussi des meurtres. Et vraiment j'ai adoré. C'était trop cool. Hatcher, le personnage principal, c'est un bonbon. Il a de multiples facettes où tu sais pas vraiment quel Hatcher tu vas trouver dans chacun des chapitres. Il est tantôt intelligent et posé, tantôt rageur et veut s'opposer à la société dans laquelle il vit. À travers lui, on trouve une société qui est extrêmement classifiée, qui est avec une espèce d'ascendance. On découvre des personnages qui ont pas toujours la vie facile. On découvre plein de choses dans ce livre-là et je trouve qu'il y a eu une intelligence dans la relation et dans sa façon de le faire, c'est très bien ficelé, c'est très bien mené. J'avais fait une théorie folle qui s'est avérée vraie, qui m'a permis en fait de savoir à l'avance ce qui allait se passer. C'était vraiment très chouette, je peux que vous inviter à le découvrir. Et je trouve que c'est vraiment un livre qui change par rapport à ce qui sort d'habitude en young adulte. Mais vraiment, essayez, je ne pense pas que vous puissiez être déçus, je n'ai vu que des avis positifs sur ce livre, c'est une dinguerie. Voilà. L'avant-dernier, c'est Le Chant de la Reine Corbeau, publié chez Bookmark et écrit par Isabelle Lozac, aussi connue sous Isabelle Lesteplume. C'est une histoire dans laquelle on va suivre une jeune fille qui va voir en fait toute sa famille, mais l'intégralité de sa famille dépérir lors d'un incendie. Et on se trouve dans un univers où il y a 5 familles majoritairement qui gouvernent. La sienne est celle qui est sur le trône et tout le monde va être décimé sauf elle, ça va être la dernière survivante. Et à partir de là, elle va devoir monter sur le trône, mais elle ne peut pas monter sur le trône sans choisir un époux. Et on lui propose tous les hommes qu'il y a, sauf qu'elle va en choisir un en particulier en le trompant. Et l'histoire part de là, et franchement, c'était vraiment, tu t'ennuies jamais. Il y a une espèce d'intrigue qui est posée par-dessus ça, qui rajoute un élément de mystère, de sombre. Tu as ce Grumpy Sunshine qui est complètement inversé. D'habitude, c'est toujours la fille, le Sunshine. Là, c'est lui, le Sunshine. Il y a cette espèce de magie, tout est un peu inversé sur tous les plans. Il y a des personnages qui ne se ressemblent pas, qui se retrouvent ensemble, qui sont forcés de travailler ensemble. J'ai vraiment passé un super chouette moment. Je ne peux que vous inviter à le découvrir. Et c'est vrai que tous les avis que je vois passer, c'est au minimum une très bonne lecture, voire un coup de cœur. Donc, lisez-le. Ça s'est sorti chez Lost Kingdom. Le jaspage est absolument magnifique. Moi, je l'ai reçu en service presse numérique, donc je ne l'ai pas en format papier. Je me tâte grandement à l'acheter en format papier parce que j'ai vraiment adoré cette histoire et il est vraiment très beau en plus. Et on termine avec mon coup de cœur et vous ne serez pas du tout étonnés de la personne qui l'a écrite. C'est donc La Lignée des Maudits de Bleu Guillou, l'autrice de Conjuration, qui a été un de mes énormes coups de cœur de l'année dernière. Voilà, elle a réussi cet exploit-là de me faire passer par toutes les émotions possibles et inimaginables. Donc dans cette histoire, on va suivre Ava qui fait partie d'une famille de médiums, mais ce sont des faux médiums, sauf elle qui l'est vraiment. Et elle ne veut absolument le cacher à sa famille pour pas devenir le gagne-pain, pour pas devenir en fait l'emblème de leur famille. Elle préfère rester dans son coin. Sauf que un jour, un fantôme va apparaître devant elle, un fantôme très important qui va l'obliger à rentrer dans ce monde-là, à communiquer avec les fantômes. Et à partir de là, on va suivre une enquête qui est difficile, qui est compliquée, qui permet de déterrer des secrets de famille. Donc on parle d'énormément de sujets, on parle de deuil, on parle de secrets famille, on parle de relations familiales, on parle de qu'est-ce que l'on est, quelles sont nos valeurs, comment on se définit. Ça parle de tellement de sujets. J'ai lu le livre en 2 jours, j'ai lu la première moitié un jour et la deuxième moitié le lendemain. J'ai fini en pleurant, en train d'hurler, en train de crier. J'avais envie de lancer le livre contre le mur et en même temps de lui faire un gros câlin. J'étais dans des émotions complètement contradictoires. Je ne comprends pas pourquoi ça a autant fait d'effet sur moi. C'est comme d'habitude, je comprends pas pourquoi j'ai ces émotions-là à la fin. Mais ça m'a parlé. Voilà, tout ce qui est relations familiales, etc. C'est un sujet qui me parle, c'est un sujet qui me touche, c'est un sujet qui me travaille. Donc forcément, ça a tapé juste et c'était incroyable. La plume de Bleu Guillou, elle est géniale. Tout est fluide, tout est bien pensé. Être dans la tête de certains personnages. Quand tu penses que les retardements de situation c'est fini, il y en a encore, tu t'ennuies jamais. Voilà, je peux que vous inviter aussi à le découvrir. Il est donc sorti chez Didier Jeunesse et j'avais eu la chance de le recevoir en service presse. Mais le boulet, parce que j'ai quand même l'anecdote à vous raconter sur ce livre-là, c'est que
En gros, Bleu Guillaume m'a contacté il y a quelques mois pour savoir si je voulais être sur la liste pour le recevoir auprès d'Idée Jeunesse. Donc forcément j'ai tout de suite accepté parce que j'avais tellement aimé Conjuration que je voulais absolument continuer à la soutenir. Sauf que, en fait, j'ai pas eu de nouvelles d'Idée Jeunesse à aucun moment. Donc je savais pas si c'était toujours bon ou si finalement c'était pas possible, c'était il y a quelques mois. Et forcément le jour de la sortie, moi j'ai couru pour aller chercher le livre. Donc je l'ai acheté. Le lendemain, il était dans ma boîte aux lettres, le livre. Voilà. Donc j'ai 2 exemplaires, je sais pas encore ce que j'en fais. Est-ce que j'en fais un concours? Est-ce que je le donne à quelqu'un? Est-ce que je le revends? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, je ne peux que vous inviter à découvrir ce livre. C'est vraiment une pépite à la Bleu Guillaume, quoi. Enfin, voilà, je pense que ça va faire partie de mes achats automatiques, cette autrice maintenant. Parce que ça fait 2 livres d'elle que je découvre et 2 livres d'elle qui sont des énormes coups de cœur. Et voilà, on va terminer ce mois de janvier qui fut très très bon et je suis très contente de ce mois de janvier. J'espère que le vôtre a été tout aussi bon. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre meilleure lecture du mois de janvier. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous.